En 1996, un film français sort dans une quasi-indifférence. Crying Freeman, adaptation d'un manga japonais. L'histoire d'un tueur à gages qui pleure après chaque meurtre. Le réalisateur s'appelle Christophe Gans. À l'époque, c'est pas un cinéaste établi. C'est un critique, un passionné de cinéma de genre, un type qui a passé sa vie à défendre les films que personne ne prenait au sérieux en France. Le fantastique, l'horreur, le cinéma hongkongais. Et maintenant, il veut passer derrière la caméra. Crying Freeman, c'est son premier long métrage, son coup d'essai. Et forcément, quand tu débarques avec un projet pareil, dans le paysage français des années 90, personne ne te prend vraiment au sérieux. Adapté à manga japonais rempli de yakuza, de triades chinoises et de fusillades stylisées, en France, bonne chance. Mais Gans y croit. Il monte une coproduction internationale, trouve des financements partout au Canada. Et un an plus tard, le film sort en salle française. Le résultat, un objet visuellement ambitieux, bourré de ralentis, avec une ambiance entre romantisme noir et violence chorégraphiée. Un film qui mélange John Woo et Melville, qui essaie de capturer l'esprit du manga tout en rendant hommage au cinéma asiatique. Aujourd'hui, Christophe Gans revient avec Retour à Silent Hill, 12 ans après son dernier film. Et c'est l'occasion parfaite de revenir sur Crying Freeman, sur ce film que presque personne n'a vu à l'époque. Sur cette adaptation qui a failli ne jamais voir le jour. Début des années 90, Christophe Gans n'est pas encore réalisateur. C'est un critique, un fan absolu, un type qui a passé sa vie à défendre le cinéma de genre quand personne en France n'y croyait. Il a monté Starfix, le magazine culte du fantastique. Il a édité HK Vidéo, une collection vidéo consacrée au cinéma hongkongais. Il a chroniqué pour Rapido d'Antoine Decaune. Bref, c'est un passionné et ce qu'il veut, lui, c'est passer derrière la caméra. Son CV de réalisateur à l'époque, pas grand chose. Un court-métrage SF, Silver Slime, en 1981, quand il était à l'IDEC, l'Institut des hautes études cinématographiques. Un jour, à New York, alors qu'il est chez un ami, il tombe sur Crying Freeman. Au départ, chez un ami à New York, je découvre un dessin animé japonais tiré d'une bande dessinée japonaise qui s'appelle Crying Freeman. Et donc je regarde ce dessin animé, il n'est même pas sous-titré, et je comprends l'histoire. Je comprends que c'est l'histoire d'amour entre une jeune femme et un tueur et la jeune femme, parce qu'elle a aperçu son visage, va devoir mourir. Donc c'est tout de suite l'histoire me plaît énormément. Je la raconte à mon producteur, qui s'appelle Samuel Adida, et il me dit Banco, on va acheter les droits de cette bande dessinée japonaise, qui n'a même pas été traduite en anglais à l'époque, pas du tout. Et voilà, on se lance dans le projet de Crying Freeman. Crying Freeman, c'est un seinen, un manga pour adultes, écrit par Kazuo Koike et dessiné par Ryoshi Ikegami, publié entre 1986 et 1988. Koike, c'est le créateur de Lady Snowblood ou encore Lone Wolf and Cub, maître absolu du genre Yakuza. Ikegami, c'est un styliste. Son dessin ultra réaliste, ses tatouages hyper détaillés, ses corps sculptés. Le mec a une obsession pour la beauté masculine. Le manga mélange tout, action, drame mafieux, érotisme, philosophie. L'histoire, c'est Yo Imomura, simple potier qui se fait enlever par une triade chinoise, hypnotisé, tatoué d'un dragon et transformé en assassin. Il pleure de remords après chaque meurtre, d'où son nom Crying Freeman, le tueur qui pleure. L'héroïne Emu Ino est témoin d'un de ses crimes. Elle devrait mourir, mais ils tombent amoureux. Et ensemble, ils fuient, traqués par les Yakuza, la mafia italienne et des organisations russes. Le manga a eu du succès au Japon, assez pour générer des OAV d'animation dès 1988. Ces adaptations suivaient le manga quasiment case par case, comme un storyboard déjà prêt. Avant le film de Gans, il y a même eu 2 adaptations hongkongaises en 1990, Killer's Romance et The Dragon from Russia, que j'ai pas vu, mais je peux vous dire ça me donne très envie. Gans, lui, il veut rendre hommage au cinéma de Hong Kong qu'il vénère, tout en relevant le défi du cinéma de genre en France. Il en parle à son ami producteur Samuel Adida, qui est emballé et cherche à obtenir les droits. Problème, Brian Yuzna, réalisateur de films d'horreur comme réanimateur, détient les droits. Adida négocie et trouve un arrangement. Brian Yuzna est d'accord pour produire le film, mais d'abord, pour le rassurer, ainsi que les ayants droit de l'œuvre originale, il lui propose de réaliser un segment dans le film à sketch Necronomicon qui sort en 1993. Un film d'horreur Lovecraftien tourné en 10 jours aux États-Unis. Gans accepte, il va pouvoir enfin réaliser son rêve.
Le scénario est coécrit par Gans, Thierry Cazal et Roger Avary, scénariste américain tout juste auréolé de son Oscar pour Pulp Fiction. Le projet est ambitieux, une coproduction franco-canado-américano-japonaise, budget initial prévu 15 millions de dollars. Sur le papier, tout est carré. Le premier choix pour incarner le tueur, Brandon Lee, le fils de Bruce Lee, révélé dans Rapid Fire. Gans le rencontre à Los Angeles, le projet avance, 3 semaines plus tard, catastrophe. On a rencontré Brandon et je me souviens très très bien, c'est lui qui avait donné le lieu où il voulait nous rencontrer. Il est arrivé, il était absolument un biker, donc il avait une moto, il était habillé entièrement en cuir, etc. Et les deux choses dont je me souviens de lui, d'abord c'est le caractère très sombre de ce personnage. Non pas qu'il était antipathique, mais on sentait quelqu'un d'extrêmement... sombre, oui, c'est-à-dire dark, comme on dirait aujourd'hui. Et d'autre part, moi j'étais fasciné parce que c'était le fils de ma plus grande idole, bien sûr, ouais, qui est Bruce Lee. Et donc je le regardais en me disant, c'est le fils de Bruce Lee qui est devant moi. Et il avait pris en considération le projet et les choses évoluaient bien. Et puis je suis allé voir The Crow. Et j'étais stupéfait par la beauté du film. Mais à ce moment-là, je savais que Brandon n'était plus avec nous, puisque j'étais en train de tourner un petit sketch dans un film d'horreur qui s'appelait Necronomicon. Oui, oui. Et on m'a annoncé la mort de Brandon. Et je me rappelle l'état de sidération qui avait été le mien, dans la mesure où, évidemment, je ne pouvais que faire le rapprochement entre le destin de son père sûr, ouais, et le sien. Second choix, Jason Scott Lee, qui avait incarné Bruce Lee dans Dragon. Mais Universal le bloque contractuellement. Le projet est dans l'impasse. 2 acteurs tombés, pas de star en vue. Et là, hasard complet. Un jeune homme patiente dans la salle d'attente de la production. Mark Dacascos, champion d'arts martiaux, connu pour avoir joué dans l'adaptation du jeu vidéo Double Dragon. Gans le regarde, et là c'est le choc. Le mec ressemble trait pour trait au dessin d'Ikegami dans le manga. C'est lui. Gans l'invite immédiatement à manger pour parler du projet. Mais les producteurs paniquent. Dacascos n'est pas bankable. Alors le producteur est venu me voir en me disant, écoute Christophe, c'est très simple, le film de Crying Freeman est budgété à 18 millions. Si c'est Mark Dacascos qui le joue, prépare-toi à couper le budget par 3. Et j'ai dit, et 6 millions de dollars canadiens à l'époque, c'était l'équivalent de 3 millions d'euros aujourd'hui. Ouais, ouais. Donc c'était un budget, comme on dit en anglais, on a shoestring. C'est-à-dire vraiment sur un lacet de chaussures. Donc j'ai dit, écoutez, de toute façon, il faut faire le film. On l'a préparé. Donc j'ai travaillé le scénario. J'ai coupé tout ce qui était les scènes les plus extravagantes. Il y avait des scènes qui se passaient dans le temple Shaolin. Il y avait des scènes qui se passaient à bord d'un sous-marin. Donc tout ce qui sont dans la bande dessinée. Ouais. Et tout ça est parti aux oubliettes. À partir de là, les financiers se désintéressent complètement du projet. Pour eux, c'est juste un petit film destiné au marché vidéo. Gans est livré à lui-même. Octobre 1994, direction Vancouver, en Colombie-Britannique. Pourquoi Vancouver ? Parce qu'en moins d'1 heure de route, t'as la mer, les grandes forêts, la montagne enneigée. Parfait pour doubler le Japon, la Chine et San Francisco. Le tournage dure 30 jours, un rythme de commando, tout va très vite. Sauf que ça part en vrille assez rapidement. À cause du rythme très forcené qu'on avait sur le film, je me suis disputé assez férocement avec le chef opérateur principal du film, qui s'appelle Thomas Bernstein, et qui voulait en fait faire les choses comme une télé. Il voulait que ça, parce qu'il disait c'est pas un vrai film, c'est un straight to vidéo, voilà. Il voulait pas un peu mouiller sa chemise. Et il y a eu un moment où l'antagonisme entre mon chef opérateur, mon premier assistant, qui était le fils de Stuart Rosenberg, Benjamin Rosenberg, et mon chef opérateur, a atteint un tel niveau que la production a décidé de clôturer le film. C'est-à-dire qu'à la moitié du film, on a dit à tout le monde, le film les prises de vue principales sont finies, tout le monde rentre chez soi. On a fait une fête de fin de tournage. Mais qui est fausse, parce que moi, pendant cette fête, je passais à travers les gens en disant, toi, demain tu viens, toi tu viens. C'est-à-dire que j'ai gardé en fait tous les gens qui étaient avec moi. J'ai gardé spécialement le cadreur, Randall Platt, qui a fait un travail magnifique, et qui n'était pas d'accord avec le chef opérateur. J'ai gardé évidemment Bill Garretti, le directeur de seconde équipe, qui est devenu
le directeur de la photo principale, et toutes les grosses scènes d'action ont été tournées par cette petite équipe qui, en fait, étaient les survivants de l'équipe principale avant qu'on ait tous ces problèmes entre nous, etc. Les conditions de tournage, c'est l'enfer. Moins de 10 degrés dans la forêt, Julie Condra, l'actrice principale, se bat tellement contre le froid que sa voix devient un couinement de souris. Le décor du temple, juste une route forestière. Pas d'argent pour enlever les arbres. Les axes de caméra sont choisis pour dissimuler la pauvreté du film. En plein tournage, Samuel Hadida débarque avec une demande surréaliste. Il veut une scène à la Rambo. Freeman qui bute tous les Yakuza au lance-roquettes. 50 000 $ supplémentaires pour une séquence d'action pure qui n'a rien à voir avec le ton du film. Mais Gans accepte. Mais ce qui sauve le film, c'est une scène. Freeman sur le bord d'une falaise poursuivi par des Yakuza. Gans envoie les premières images aux investisseurs. Réaction incroyable, le film reprend vie. Les financiers reviennent. Et c'est là que le manque de moyens devient une force. Et en fait, je pense que ça a été une chance pour le film. Parce que ce que j'ai fait à ce moment-là, c'est que j'ai changé de point de vue. C'est-à-dire qu'en fait, je me suis mis dans le point de vue de la jeune fille. Et j'ai écrit ce qu'elle raconte dans son journal intime, et cette voix off, etc., qui donne au film cette espèce d'aspect un peu mélancolique, suspendu, un peu étrange, un peu feutré, qu'on n'attend pas dans un film d'action, mais qui, à mon avis, fait le charme du film. Et d'ailleurs, quand je faisais ça, je disais au producteur, tu sais, ça va être le premier film d'action qui est essentiellement destiné aux femmes. Je lui disais ça, mais je le pensais vraiment. Il se trouve que les mecs aussi ont aimé, et tant mieux. Mais c'est vrai que dans ma tête, je me disais, on est en train de donner au film une espèce de douceur, d'aspect romantique, qui va peut-être plus toucher le public féminin que le public masculin. Crying Freeman sort finalement le 24 avril 1996 en France. Mais aux États-Unis, zéro sortie en salle. Le film disparaît complètement. À San Francisco, Emu Ohara, peintre solitaire, grimpe une colline et surprend l'exécution d'un Yakuza. Le tueur vide son chargeur, pleure une larme et disparaît dans la brume. En rentrant chez elle, elle fait une peinture de lui. Sauf qu'elle ne sait pas, c'est que dans l'univers impitoyable des triades, les témoins ne vivent pas 24 heures. Plus tard, à Vancouver, un homme masqué vient commettre un meurtre. Emu le reconnaît. C'est lui. L'inspecteur Neta la convoque. Crying Freeman viendra l'achever. Le tueur s'appelle Yo, japonais ordinaire tombé par hasard dans la guerre entre Yakuza et la 108 Dragons. Il a été envoûté par leur sorcière, réduit à une machine à tuer sans libre arbitre. Seules ses larmes trahissent une humanité captive. Les Hanada, une famille de Yakuza menée par Ryoji et son épouse ambitieuse Kimi, décident de cibler Emu pour atteindre Freeman. Ils l'attaquent, Freeman intervient pour la sauver, mais elle se prend des balles. Après son rétablissement, Yo décide de l'emmener avec lui au Japon. Une fois là-bas, les choses se compliquent. Trahison, affrontement, règlement de compte, le monde des triades et des Yakuza ne pardonne rien. J'ai découvert Crying Freeman au début des années 2000 et le souvenir que j'avais était plutôt bon. Et premier truc que je me dis en revoyant le film, purée, c'est beau. Vraiment, la photo est magnifique et Marc Dacascos, franchement, chapeau. Le mec incarne Freeman exactement comme il faut. Cette gueule d'ange tatouée, cette présence physique dans les combats, cette vulnérabilité aussi, on y croit vraiment. Gans a une vraie culture visuelle, ça se voit à chaque plan. Les références au cinéma hongkongais sont partout, les fusillades chorégraphiées façon John Woo, les angles de caméra audacieux à la Choi Ark, cette ambiance entre romantisme noir et violence stylisée, le mec connaît son sujet. Et pour un premier long métrage, c'est assez impressionnant. Mais voilà, il y a un problème. Les ralentis. Purée, les ralentis. Je comprends l'envie, Gans a bouffé tout le cinéma de genre asiatique des années 80-90, il veut rendre hommage à ses maîtres, sauf que là, il en met tellement que ça devient lourd. Par exemple, la scène de sabre finale, elle aurait été 10 fois plus intense sans tous ces plans étirés, parce que le ralenti, ça marche quand c'est ponctuel, quand tu veux magnifier un moment clé. Là, Gans en abuse, et quand tout est ralenti, plus rien n'a d'impact. John Woo savait doser, Gans sur ce premier film
pas encore. Maintenant, ce qui sauve vraiment le film, c'est la voix off. Cette idée de raconter l'histoire du point de vue d'Emu avec son journal intime, ça change tout. Le film devient contemplatif, mélancolique, presque onirique. C'est pas un film d'action classique, c'est une romance tragique habillée en film d'action. Et ça, c'est malin, parce que niveau scénario, on va pas se mentir, c'est ultra balisé. Tueur professionnel qui tombe amoureux de sa cible, organisation criminelle qui se tire dessus, trahison, fuite, tout ça, on a déjà vu ce schéma 1000 fois. Mais l'approche de Gans, ce ton un peu rêveur, cette ambiance suspendue, ça compense. Le film ne repose pas sur son intrigue, il repose sur son atmosphère. Et d'ailleurs, si ce genre d'analyse te plaît, pense à t'abonner et à activer la cloche. Je décortique régulièrement des films de genre comme celui-là. Là où ça coince vraiment, c'est le rythme. Le film fait 1h42, mais ça traîne par moments. Certaines scènes auraient mérité d'être coupées. On sent que Gans veut faire durer chaque plan, chaque séquence, pour créer de la beauté. Mais parfois la beauté, ça demande aussi du tempo. Et là, il manque de punch à certains endroits. Attention, pas partout. Il y a une autre chose aussi qui est pas terrible, c'est le jeu de certains acteurs qui est vraiment pas super bon. Alors oui, Craig Freeman, c'est un film imparfait. Oui, Gans abuse des effets de style. Oui, le scénario est classique, mais pour un premier long métrage réalisé dans des conditions aussi difficiles, c'est un sacré coup d'essai. Le 24 avril 1996, Craig Freeman débarque en salle française. Metropolitan Film Export sort le film sur 30 copies à Paris. C'est une sortie limitée. Pour le reste de la France, je n'ai trouvé aucune donnée. Le film reste à l'affiche pendant 15 semaines. Au total, il atteint 627 579 entrées. Aux États-Unis, 0. Rien. Nada. Le film ne sort jamais en salle. Pas de sortie limitée, pas de DVD non plus, pendant des années. Il faut attendre 2017 pour que Craig Freeman arrive sur Amazon Prime Video, 22 ans après sa sortie française. Le film disparaît complètement du radar américain. Pourquoi ? Parce que sans star, sans distributeur majeur, sans campagne marketing, Hollywood n'en veut pas. Le film est trop niche, une adaptation de manga réalisée par un Français inconnu avec un acteur de série B. Ça n'intéresse pas les studios. Côté critique, il reste très peu de traces de la presse de l'époque. Seul Les Inrocks a gardé une critique de l'époque sur son site. Un gigantesque bol d'air frais pour un cinéma français qui sent parfois le renfermer. Une tentative malheureusement trop référencée de ressusciter un cinéma de genre moribond en France. Aujourd'hui, le film bénéficie d'une réévaluation parce que Craig Freeman, c'est un film honnête, sincère, qui prouve qu'on peut faire du cinéma de genre en France, qui prouve qu'on peut adapter un manga sans le trahir, et qui prouve enfin qu'on peut rendre hommage au cinéma hongkongais tout en gardant sa propre voix. Après Craig Freeman, Christophe Gans ne réalise rien pendant 6 ans. 6 ans d'attente, 6 ans de galère. 6 ans à développer des projets qui ne verront jamais le jour. Parce que oui, Gans a une poisse monumentale avec ses films. Entre 1997 et 2000, il bosse sur Pat Labor, adaptation du manga culte avec des robots policiers géants. Ambiance Blade Runner, storyboard avancé, pré-production bien entamée, mais le budget explose. 100 millions de dollars. Trop cher, projet abandonné. Ensuite, Nemo, un préquel steampunk de 20 milieux sous les mers avec Tim Roth dans le rôle du capitaine Nemo jeune. Et là, clash artistique total avec le producteur durant la pré-production qui refuse le côté sombre du film. Tout s'arrête net. En 2001, sort Le Pacte des loups, film historique fantastique sur la bête du Gévaudan mêlant action, mystère, épouvante. Un mélange improbable de films d'époque français et de chorégraphie martiale. C'est un carton total. 5,18 millions d'entrées en France. Le plus gros succès de sa carrière. Accueil enthousiaste, culte immédiat. Le film marche même à l'international avec environ 50 millions de dollars de recettes. Mais la poisse revient très vite. En 2003, il a essayé d'adapter la BD Bob Moran avec Vincent Cassel dans le rôle titre. Script finalisé, tout est prêt, sauf qu'en 2003, une épidémie de SRAS ravage l'Asie du Sud-Est où doit se dérouler le tournage qui est reporté. Et en 2005, le producteur Humbert Balzan meurt, le projet s'effondre. Ensuite, Rahan, péplum préhistorique, fidèle à la BD, avec dinosaures réalistes en CGI et un ton à la Conan. Test d'effets visuels réussi, Marc Dacascos pressenti pour le rôle titre, budget estimé 80 millions d'euros, mais là, Canal+ change de cap. On s'est heurté à deux choses. D'une part, on s'est heurté à la haine du nouveau régime de Canal+,
c'est-à-dire ceux qui avaient succédé à De Greef, qui d'une certaine manière, ne nous aimaient pas parce que on avait en quelque sorte arrêté les aventures de Bob Moran à cause des différends artistiques qu'on avait avec eux. Et puis, il y a eu l'incompréhension des chaînes de télé françaises qui nous disaient pourquoi ils sont pas blancs, pourquoi ils parlent pas français, pourquoi ils sont tout nus. Le film, les gens autour du monde en voulaient, mais pas les gens en France. En 2006, Gans revient avec Silent Hill, adaptation du jeu vidéo culte de Konami. Le film fait 814 000 entrées en France, pas un carton, mais c'est pas un échec non plus pour un film d'horreur. À l'international par contre, ça marche bien, environ 100 millions de dollars de recettes mondiales, un succès culte chez les gamers. Visuellement c'est magnifique, l'ambiance brumeuse est parfaitement retranscrite, les créatures iconiques du jeu sont là, Gans maîtrise l'atmosphère oppressante du jeu. Puis c'est Onimusha, adaptation du jeu vidéo Capcom, film de samouraï contre des zombies avec Heath Ledger dans le rôle principal, pré-production à Budapest en 2007, tout roule. Sauf que vous en doutez, en 2008, Heath Ledger meurt, le projet est donc abandonné. Et enfin Fantomas, version sérieuse et noire du criminel masqué, pas la version comique avec De Funès, script coécrit mais blocage sur les droits et divergence avec les producteurs. 8 ans plus tard, en 2014, il sort La Belle et la Bête avec Léa Seydoux et Vincent Cassel. C'est un projet passion pour Gans. Décor somptueux, costumes magnifiques, effets visuels spectaculaires, le château de la Bête est une merveille visuelle. Mais le film ne marche pas, alors que c'est un film assez impressionnant avec des références très audacieuses comme le jeu Shadow of Colossus. Il faudrait que je parle de ce film un jour. Entre-temps, d'autres projets s'effondrent. Tarzan en 2013, scénario avancé, mais Warner sort sa propre version en 2016. Christophe Gans abandonne. En 2016, il relance la machine Nemo, 20 000 lieues sous les mers, version franco-chinoise. Annulée à cause de tensions géopolitiques et de problèmes avec les financiers chinois. Et le pire, Corto Maltese. C'est le projet cœur de Gans. Adaptation de la balade de la mer Salée, la BD culte d'Hugo Pratt. Casting complet, Tom Hughes dans le rôle de Corto Maltese, Mila Jovovich, Michelle Yeoh, James Tieré, Marc Dacascos. Le poster promotionnel est sorti, tournage prévu à Montréal en 2019. Et là, catastrophe. Samuel Hadida, le producteur historique de Gans depuis Crying Freeman, meurt en novembre 2018. Litige sur les droits de succession chez Metropolitan, le projet s'effondre définitivement en juin 2019. Et cette année, en 2026, Christophe Gans revient après 12 ans d'absence avec Retour à Silent Hill, adaptation fidèle de Silent Hill 2, le chef-d'œuvre du jeu vidéo, sorti en 2001. Peu importe la qualité du film, j'espère sincèrement que ce film va cartonner car Christophe Gans est un réalisateur précieux, ambitieux et il mérite d'avoir une carrière plus prolifique. En conclusion, Crying Freeman existe. Contre toute attente, malgré tout ce qui aurait dû le tuer, il existe et 30 ans plus tard, il est toujours là. C'est pas le film le plus connu de Christophe Gans, c'est même celui que le moins de gens ont vu. Mais c'est peut-être celui qui raconte le mieux qui il est comme cinéaste, ses obsessions, ses références, sa manière de transformer les contraintes en parti pris artistique. Le film a ses défauts, mais il a quelque chose que beaucoup de films n'ont pas. Une identité. On reconnaît Crying Freeman, on se souvient de son ambiance, de ses images et de cette mélancolie inattendue au milieu de la violence. Et c'est déjà beaucoup.